Princesse Fidèle, c'était une personnalité extraordinaire au ministère de la Culture. C'était une femme d'une grande compétence, mais pas seulement ça. Elle était d'une énergie incroyable. Elle pouvait abattre des montagnes, on dit cela en général. Et puis elle avait une ténacité dans le temps extraordinaire. Moi je me décourageais, mais non, elle a une ténacité inouïe. J'ai jamais eu de problème de caractère avec Françoise. Dieu sait si pourtant nous avons des caractères en effet affirmés l'une et l'autre. Mais en fait, c'était une amie, voilà. C'est d'abord l'énergie inépuisable au service de la conservation. Elle avait qu'une idée en tête, c'est la conservation des documents graphiques. Faire tout ce qu'il fallait pour développer le CRCDG. Et elle avait de multiples activités également. On va citer ses activités à l'ICOM. C'est quand même elle qui a favorisé la création du groupe sur la conservation de l'ICOM. Donc vraiment, pour moi, ce qui la caractérise d'abord, c'est l'énergie. L'énergie. La sympathie est passée très vite entre nous. Nous étions presque contemporains. J'étais un tout petit peu plus âgé qu'elle. Elle n'était pas spécialiste en archives. J'étais encore moins spécialiste en biologie ou en chimie. Il faut dire qu'à l'école des Chartes, où on formait les archivistes, ces problèmes de conservation étaient complètement ignorés, passés sous silence. Alors ça, on était impeccable pour la paléographie du XIIe siècle, mais totalement dépourvu quand il y avait des champignons ou des vers dans le papier. Et c'est ça qui a été la richesse peut-être de ma carrière, c'est que dans le fond, on a toujours travaillé dans un domaine où personne ne travaillait. Maintenant, c'est plus compliqué, il y a beaucoup de laboratoires. Donc, on était gagnant quand on est pionnier. Tout ce qu'on fait, même si c'est, bon, quelquefois on fait des choses qui ne sont pas tout à fait intéressantes, mais on innove. Et je crois que c'est cette facette qui m'a passionnée, c'est l'innovation. Et puis c'est de créer dans un pays quelque chose qui n'existait pas. Voilà. Et donc je cherchais du travail provisoirement en attendant que mon mari, jeune étudiant en médecine, ait terminé ses études. Et à l'occasion d'un dîner amical, on m'a proposé de rentrer au Muséum d'histoire naturelle pour me préoccuper de la conservation des livres de la Bibliothèque nationale qui avaient subi beaucoup de dommages pendant la guerre, puisque nous étions en 1953, donc la guerre venait de se terminer peu d'années avant. Et l'administrateur de la Bibliothèque nationale à l'époque, Julien Quin, malheureusement avait été déporté à Auschwitz et il avait rencontré dans son camp de déportation Roger Heim, qui à l'époque était directeur du Muséum d'histoire naturelle. C'était un grand mycologue. Et quand ils sont rentrés, ils ont pu, heureusement pour eux, être sauvés et rentrer après la libération. Ils ont repris leurs activités l'un comme l'autre, le mycologue au muséum et Julien Quin a repris ses fonctions à la Bibliothèque nationale. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu les dégâts causés sur ses livres, en particulier par les champignons. Et comme son ami Roger M était mycologue, tous les jours, il l'appelait pour lui demander ce qu'il fallait faire pour ses livres qui étaient moisis. Et un jour, peut-être, Roger M, je crois, on m'a raconté l'histoire, lui a dit « C'est bien joli, moi j'ai pas vraiment le temps, il faut absolument que tu demandes au CNRS de te détacher un chercheur qui va s'occuper à temps plein des champignons qui se développent sur tes livres, parce que moi je ne peux pas. » Et à ce moment-là, Julien Quin dit « Banco, je vais demander au CNRS. » À l'époque, quand Julien Quin demandait un poste au CNRS, on lui accordait dans la demi-heure. Ça a bien changé, bien évidemment. Et donc, Roger M s'est vu attribuer un poste de jeune chercheur, de stagiaire de recherche, et il se trouve que chez une amie commune, j'ai rencontré
un assistant de Roger M. De fil en aiguille, il m'a présenté, il m'a pris un rendez-vous avec son patron, à qui j'ai raconté ma vie, et qui m'a dit, mais c'est très bien, vous êtes très jeune, vous n'avez jamais fait de cryptogamie, mais il s'appelait Monsieur Fusé, mon collaborateur, va vous former, et vous êtes la personne que je recherche. Alors voilà, je me suis retrouvée dans les sous-sols du laboratoire de cryptogamie pour me former à la mycologie avec ce jeune assistant de Roger M. Nous, on était là, mais ça ne se présentait pas du tout comme ça. Pas du tout. Le but de mon engagement, c'était de mettre au point des méthodes pour tuer les champignons et les insectes qui se développaient sur les livres de la Bibliothèque nationale. Et à l'époque, on utilisait du bromure de méthyle. Et c'est ça qui est amusant et intéressant, c'est que Julien Quin m'avait dit, je sais qu'il y a des étuves de bromure de méthyle qui étaient du reste au musée de l'Homme, qui avaient été mis en place par Georges-Henri Rivière, qui à l'époque travaillait, était directeur de la département des objets ethnographiques du musée de l'Homme. Et on avait mis cette étuve à la disposition de la Bibliothèque nationale pour désinfecter les livres. Mais en réalité, le problème qui m'a été posé par Thérèse Clandis, c'est le bromure de méthyle. Est-ce que c'est un bon produit pour tuer les insectes et les champignons, premièrement? Deuxièmement, c'est un produit très toxique et on voudrait trouver quelque chose de moins toxique. Alors ça a été mes premiers travaux. C'est pas tellement d'identifier les champignons, parce que dans le fond, c'était pas le problème, mais c'était de trouver un substitut au bromure de méthyle. Et alors ce qui est très amusant, c'est que ça a été l'objet de mes premières recherches, et moi j'ai trouvé comme substitut de l'oxyde d'éthylène, qui est un gaz qui est à la fois fongicide, insecticide et bactéricide, ce que n'était pas le bromure de méthyle. Le bromure de méthyle est un gaz uniquement insecticide qui n'avait aucune action sur les champignons. Alors ça a été ma première étude, de démontrer qu'il n'y avait pas d'action sur les champignons et de trouver autre chose. Mais le drôle de l'affaire, c'est que on a donc arrêté d'utiliser le bromure de méthyle qui était un gaz très toxique et on a utilisé l'oxyde d'éthylène. Depuis une quinzaine d'années, l'oxyde d'éthylène est très contesté parce que c'est un gaz aussi très toxique. Et à l'époque, on ne le savait pas. Et en réalité, l'oxyde d'éthylène est un gaz cancérigène, mutagène. Et c'est amusant de voir que j'ai choisi, pour remplacer le bromure de méthyle toxique, j'ai choisi de l'oxyde d'éthylène qui est encore plus toxique. Mais à l'époque, n'était pas, on n'avait pas fait les recherches pour démontrer que c'était un gaz cancérigène. Alors en réalité, je commençais donc en mai 1953 les premières recherches. On m'avait mis dans un petit coin d'un laboratoire de chimie qui était situé dans des sous-sols très sordides du laboratoire de mycologie, de cryptogamie du Muséum d'histoire naturelle. Et donc j'ai commencé les premières recherches toute seule dans mon coin sur le bromure de méthyle, sur l'oxyde d'éthylène, sur les champignons, sur les papiers, etc. Et puis j'ai continué. Ensuite, je me suis rendu compte que il y avait autre chose, comme je venais de le dire, que le papier devait poser des problèmes. Et en tant que chimiste, je me suis dit que je pouvais peut-être m'occuper de la chimie de la cellulose, la chimie du papier, et voir un petit peu les tests qu'on pouvait utiliser pour suivre la dégradation. Donc c'est à ce moment-là qu'avec l'AFNOR, j'ai regardé un petit peu quels étaient les tests qu'on utilisait dans l'industrie papetière en particulier. Dans le domaine des arts graphiques, il n'y avait rien. Puis je ne parle pas de la photo même. Mais même le papier, le parchemin, le cuir, il n'y a pas encore beaucoup sur le cuir. Cuir et parchemin, tu sais, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui s'en occupent. André Chanson, qui était directeur des archives nationales, a entendu parler
des petits travaux qu'un chercheur du CNRS faisait dans le cadre du Muséum d'histoire naturelle, et il est venu me voir. Il est venu s'informer, visiter le laboratoire, qui était une pièce assez sordide, et me demander un peu ce que je faisais. Et donc, il a été impressionné par la vétusté des locaux et par l'intérêt des recherches que je lui ai présentées, qui étaient déjà très limitées aux champignons, aux insectes et au papier. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais dans le fond, moi j'ai les mêmes problèmes aux archives. Pourquoi diable ce jeune chercheur travaille pour la Bibliothèque nationale, alors que nous, aux archives nationales, on a les mêmes problèmes. Donc il faut absolument que ce soit un laboratoire mixte qui s'intéresse aussi aux problèmes des archives. Et alors à ce moment-là, il a commencé à remuer les administrateurs, qui étaient Julien Quin, qui était Roger M, et à leur dire, mais moi ça m'intéresse, il faut faire quelque chose, et on ne peut pas la laisser dans ce sous-sol sordide. Et c'était à l'époque, dans les fins des années 60, fin des années 50, début 60, où il a acheté plusieurs hôtels particuliers du Marais pour élargir les archives nationales. Et à ce moment-là, il m'a, à moi, petit chercheur de rien du tout, il m'a dit, mais écoutez madame, je suis en train d'acquérir pour les archives des hôtels du Marais, et je pense qu'il faudrait en prendre un pour y faire le laboratoire de recherche sur les arts graphiques, sur les archives. Et alors je trouvais que c'était fabuleux, sortir de mon sous-sol du muséum pour aller m'installer dans un hôtel du Marais, je croyais rêver. Et quand Julien Quin a entendu dire qu'André Chanson voulait récupérer ce qu'il avait créé, c'est-à-dire rien du tout, parce que j'étais encore seule dans un sous-sol, il l'a vu rouge et il a dit qu'il n'en était pas question, que c'était lui qui avait eu l'idée de créer quelque chose et qu'André Chanson n'allait pas récupérer pour lui ce que lui avait créé et avait pensé. Et qu'il n'était pas question qu'on mette à notre disposition un hôtel du Marais et que je resterais dans mon sous-sol chez Roger M, qui était un terrain neutre. Donc c'est à ce moment-là qu'il a été dit qu'il fallait que ce laboratoire reste dans terrain neutre et ne soit pas tiraillé entre la bibliothèque et les archives. Alors, heureusement, grâce à André Chanson, qui avait la suite dans les idées, il a compris qu'il ne pouvait pas récupérer cet embryon de chercheurs et de laboratoires, et que donc, au moins, on allait créer officiellement un centre digne de ce nom. Et c'est à ce moment-là qu'il s'en est personnellement occupé, qu'il est allé contacter la direction des musées, parce qu'il a pensé que la direction des musées, il y avait un département des arts graphiques, et que dans le fond, si laboratoire il y avait, il fallait que ce laboratoire se préoccupe non seulement des livres de la Bibliothèque nationale, des archives nationales, mais également de tout ce qui était sur papier dans les musées. Et que donc, il est arrivé à la force du poignet à faire prendre par un arrêté interministériel un décret créant le centre de recherche sur la conservation des documents graphiques. Alors ce centre qui a été créé par cet arrêté en 1963, il avait juste un chercheur, peut-être qu'il y avait une technicienne à l'époque qui travaillait avec moi, et il y avait un chapeau qui était extraordinaire, un conseil d'administration qui était constitué par le directeur général des Archives de France, le directeur des Archives des Archives de France, le directeur général des Musées de France, l'administrateur de la Bibliothèque nationale, le directeur du Muséum d'histoire naturelle et le directeur général du CNRS. C'était mon conseil d'administration qui devait se réunir tous les ans pour décider du programme de recherche du chercheur. Alors, a jailli l'idée merveilleuse de la part de Julien Quin, qui avait débloqué des crédits pour faire la bibliothèque centrale du Muséum d'histoire naturelle. La bibliothèque centrale dépendait de la direction des bibliothèques, comme toute bibliothèque universitaire. Et à ce moment-là, dans les années 65 à peu près, Julien Quin avait voté des crédits au muséum pour créer la bibliothèque centrale et une partie des réserves. Mais seulement une partie, parce que la deuxième partie, c'était trop cher. Et dans les années 65, on a donc créé cette bibliothèque et un mur
On n'a fait qu'une partie. Et quand il y a vu qu'il y avait vraiment des difficultés pour me trouver un emplacement, il a été décidé par Julien Quin qui voterait les crédits pour la deuxième tranche des réserves, à condition qu'on y héberge le laboratoire. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu créer un laboratoire digne de ce nom, et on m'a demandé de faire les plans. En réalité, le CRCDG a pris son développement à partir du moment où on a déménagé. Et alors c'est à ce moment-là, comme j'ai vraiment rencontré des difficultés budgétaires énormes, et surtout pour engager du personnel, c'est à ce moment-là que nous avons créé, à peu près, je crois qu'en 1974, l'association de recherche sur les arts graphiques, qui est l'ARSAG. Et on l'a créée dans deux buts différents. D'abord, parce que je m'étais rendu compte que dans le fond, on travaillait que pour les organismes étatiques. On répondait aux besoins des bibliothèques, des archives, des musées dépendants de musées nationaux, bibliothèques nationales. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de restaurateurs privés, indépendants, qui n'avaient pas l'information, parce que nous tous, on avait la possibilité dans les congrès, on avait des contacts entre nous, donc l'information passait bien. Or, ces restaurateurs indépendants n'avaient pas les moyens d'aller dans les congrès et n'avaient pas l'information. Et donc, je me suis dit qu'il fallait créer quelque chose, une association, pour les regrouper et pour essayer de faire passer le message, parce que dans le fond, ce message est très important dans le domaine privé, parce que le patrimoine, on le sait bien, et la grande partie du patrimoine est dans le main des grands collectionneurs. Donc, les collectionneurs, ils s'adressent à des restaurateurs privés. Donc, il fallait les former. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé cette association. Et puis aussi, pour des problèmes budgétaires, parce qu'on n'arrivait pas à avoir suffisamment de personnel pour répondre aux demandes qui nous étaient faites. Et à l'époque, on pouvait, par le biais des associations, d'avoir des contrats soit avec l'industrie, soit même avec l'État, pour des recherches ponctuelles qui nous étaient financées et qui nous permettaient d'engager du personnel ponctuellement pour répondre à des besoins spécifiques. Et je suis heureuse. À tel point que je me dis que j'aurais dû prendre ma retraite avant. Ah oui, complètement. Parce que je suis débarrassée de tout ce poids administratif qui devenait de plus en plus lourd et qui m'empêchait de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et je suis dégagée complètement de cet aspect et je peux me préoccuper que de ce qui est passionnant dans les collections, avec les conservateurs. En tout cas, quand j'ai eu mon mot à dire, c'était pour moi un immense soutien, ce laboratoire qui était interservice, interdirection, interministériel, parce qu'il apportait aussi quelque chose que je n'avais pas vu précédemment, cette habitude de recherche. Je crois que ce que François Fider a apporté, c'était la recherche en restauration. Et ça m'est très cher. Et peut-être j'ai observé son rôle de ce côté-là, avec un intérêt décuplé, parce que je reprochais souvent à certains labos de ne pas nous aider suffisamment en restauration. La recherche en restauration, c'est tout simplement utiliser plusieurs méthodes qui sont disponibles, choisir la meilleure qui qui n'abîme pas l'objet, qui soit efficace, etc. Et ça, François Fider l'avait très bien fait au début pour tout ce qui était suppression du rôle des micro-organismes. Donc, la recherche en restauration, qui est une recherche que l'on appelle évidemment, qui est une recherche dite secondaire en tout cas, qui est une recherche que j'appelais ciblée, que j'appelle en tout cas recherche de l'efficacité d'un traitement, c'est une vraie recherche fondamentale, mais c'est une recherche utile. C'est pas une recherche pour la recherche d'abord, pour la connaissance, c'est une recherche qui est utile pour le traitement. Alors certains considèrent que c'est une recherche de deuxième zone, moi je trouve que c'est capital dans mon sujet, donc je tressais des couronnes à Françoise là-dessus. Et mon dialogue, quand j'avais un futur ingénieur dans mon bureau et que je cherchais à faire le point avec, c'était de lui montrer que, bien sûr, c'est un universitaire. Les personnes qui sortent des maîtrises, même qui ont un DEA, et qui veulent rentrer chez nous, il faut les briefer à mort, en leur disant « Attention !» Vous n'allez pas faire de la recherche fondamentale qui vous amènera à étudier la structure d'une molécule et l'évolution de cette molécule. Pas du tout. Vous allez faire une recherche qui va aboutir à quelque chose de pratique.
Alors c'est peut-être pas très gratifiant pour quelqu'un qui sort de l'université, mais c'est ça que nous cherchons, c'est ça que nous voulons. Et alors pour la première fois, la seule fois, elle m'a parlé d'elle, elle m'a parlé de sa famille, de son enfance, de sa jeunesse. Voilà. Comment elle avait passé son bac au péril de sa vie, en pleine occupation allemande, sous un faux nom, comme petite juive. Bon. Et vraiment, j'étais à la fois ému et satisfait. Là, nous n'avons pas du tout parlé de conservation d'archives. Nous avons parlé de nos jeunesses. Moi aussi, j'ai eu une jeunesse pas tellement commode, en pleine occupation, séparée de ma famille, etc. Voilà, c'est certainement l'occasion où j'ai le plus connu la femme Françoise Flider. Voilà. Et vraiment, ce matin, lorsque Françoise parlait, quand elle a terminé de parler, la personne qui était à côté de moi m'a dit, vraiment, c'est une grande dame. Merci Françoise. Guardi un mare, guardi fronna. Si te parla non rispondi.